Donc merci à tous les deux de nous avoir rejoints et de prendre le temps de discuter de l'amélioration des conditions de vie pour tous. Alors c'est vrai qu'on a la lourde tâche, après ces témoignages qui étaient magnifiques, de revenir à des considérations un peu plus concrètes. Mais c'est important nous puissions discuter de ces 6 propositions. Donc, je vais commencer directement en vous demandant laquelle ou lesquelles de ces propositions vous avez trouvé les plus impactantes et pourquoi. Donc François Toujas, nous allons peut-être commencer avec vous. Alors bonjour, et effectivement c'est dur de poursuivre après ce que nous avons entendu, même si par ailleurs tout ça est assez proche, parce que un des sujets extrêmement importants qui est devant nous, me semble-t-il, est le suivant. Alors que les progrès de la médecine font du corps humain une capacité de soin, comment repenser aujourd'hui le corps humain dans sa capacité à soigner? Et la transfusion sanguine, c'est bien ce sujet. Alors évidemment, pour moi, le sujet important est le sujet de l'accès à un soin universel, pas avec un médicament, puisque je rappelle que le sang n'est pas un médicament, mais tout le monde sait bien que la transfusion sanguine est un élément extrêmement important qui sauve des vies. En France, tous les jours, 10 000 patients reçoivent 10 000 dons. Et l'on voit bien par ailleurs que les progrès de développement économique, et notamment en santé, sont très directement liés à la capacité qu'ont les pays à mettre en place un système de transfusion sanguine solide. Et de ce point de vue-là, le compte n'y est pas. Et comme je relisais, il faut accélérer la révolution positive. Pourquoi? Parce que il y a un peu plus de 112 millions de dons qui sont collectés dans le monde. Ce sont les chiffres de l'OMS. 112 millions de dons, dont plus de la moitié ne sont destinés qu'aux pays les plus riches. Ce qui veut donc dire qu'il y a encore des pays, et c'est quelque chose qu'il faut changer, dans lesquels aujourd'hui, une jeune femme, parce qu'elle va accoucher, peut mourir lors de son accouchement par manque de transfusion, parce qu'elle est en train de faire une hémorragie de la délivrance. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sujet, sur lequel je voudrais un tout petit peu revenir, parce que je crois qu'il faut le placer dans ce qu'il est, dans ce qu'il constitue comme engagement citoyen et altruiste. Nous avons vécu en France, il y a 3 ans maintenant, dans la nuit du vendredi 13 novembre, un attentat horrible. Cet attentat horrible dans lequel, comme toutes les autres autorités sanitaires, nous étions un tout petit peu mobilisés. On fait qu'à Paris, suite notamment à ce qui s'est passé au Bataclan, nous avons consommé, entre guillemets, utilisé, à la demande des médecins parisiens, 3 fois plus de poches de sang que d'habitude. C'est donc énorme. Mais ce 3 fois plus de poches de sang que d'habitude ne représentait que 10% du total des stocks que nous avions. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la France, d'où pays s'il en est, a réussi à construire un système de transfusion dans lequel l'engagement préalable des donneurs a permis de faire face à une situation difficile. Mais le sujet de l'accès universel à des conditions de santé convenables pose une question autre, qui est la question non pas de comment je réagis alors qu'un événement fait que je suis touché par l'événement, mais comment j'inscris le don du sang dans une vie citoyenne qui fait que, en permanence, les autorités sanitaires peuvent disposer des produits sanguins nécessaires pour la prise en charge des malades. 60% des produits sanguins aujourd'hui sont utilisés non pas en cas d'accident, mais sont utilisés pour soigner des maladies type cancer ou des maladies liées à la déformation du globule rouge. Donc c'est pour moi un objectif important dans lequel l'établissement doit être complètement mobilisé. Merci. Monsieur Berthillier, parmi ces 6 propositions, quelles sont celles qui vous ont marqué, qui vous semblent impactantes? L'éducation à... La ministre la première ministre d'Islande disait à la créativité, à la responsabilité. Toute cette éducation est importante et essentielle, déterminante pour faire de nos enfants des citoyens, pour faire en sorte que
ces droits auxquels ils aspirent, auxquels nous devons, enfin les droits que nous devons leur donner partout dans le monde, eh bien ces droits, ils puissent les acquérir aussi eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais revenir à notre pays quelques instants. Tout le monde pense qu'on a un très bon système de soins, tout le monde pense que on a accès aux soins et une couverture maladie universelle, et pourtant 20% de nos concitoyens renoncent à des soins. C'est donc qu'il y a un problème. Il y a un problème à la fois financier dans l'accès aux soins, mais aussi un problème dans la répartition géographique. On parle de déserts médicaux, on parle d'un certain nombre de choses qui ne devraient pas avoir lieu dans un pays développé comme la France. Et je pense que nous devons être exemplaires si on veut pouvoir le développer dans les autres pays. Nous avons, avec l'un de nos anciens administrateurs, Jean-Philippe Huchet, développé une agence en Afrique. Le professeur Mugabe parlait de l'Afrique tout à l'heure. Non, c'était le commissaire européen qui parlait tout à l'heure de l'Afrique, qui était importante à ses yeux. Eh bien, une agence pour pouvoir développer la couverture maladie universelle dans un certain nombre de pays d'Afrique, pour les accompagner à la fois dans le système obligatoire et dans le système complémentaire, puisque nous participons d'abord du système complémentaire, mais aussi de la gestion de l'assurance maladie pour les personnes que nous couvrons dans notre pays. Alors justement, Christos Stylianides parlait beaucoup de la coopération entre le secteur privé et le secteur public et la nécessité d'avoir tous ces acteurs qui se mobilisent. Donc en tant que plutôt secteur privé, quelles sont les actions concrètes que vous pourriez mettre en place ou que vous avez déjà mises en place en lien avec ces propositions ? Alors secteur public, secteur privé, on est un secteur privé un peu particulier qui participe souvent au secteur public. La mutualité, c'est pas seulement un organisme assureur qui rembourse des soins, mais c'est aussi un assureur un opérateur plutôt, qui met en place des solutions d'accès aux soins, puisque au niveau de la mutualité française, ce sont plus de 2700 services de soins et d'accompagnement mutualistes qui vont de la clinique au service dentaire ou à l'optique, des solutions qui permettent de contribuer à côté du service public à apporter des solutions pour l'accès aux soins de tous. Voilà par exemple des actions que nous menons actuellement sur des secteurs qui sont parfois délaissés par le secteur public, comme l'accueil de la petite enfance, comme la dépendance, la préservation de l'autonomie. Nous apportons un certain nombre de réponses aux côtés des dispositifs publics pour pouvoir construire des réponses sur tout le territoire, et puis au-delà, les exporter dans d'autres pays, aider c'est pas exporter, c'est co-construire avec les intéressés des solutions qui permettent de garantir l'accès aux soins. Et puis c'est d'autres solutions aussi, comme l'alternative aux médicaments. On a tendance dans notre pays à beaucoup prescrire le médicament. Comment on remplace le médicament, par exemple, suite à un cancer du sein? Eh bien, la pratique sportive est aussi efficace et reconnue aujourd'hui aussi efficace qu'un certain nombre de traitements médicamenteux, bien sûr, après l'intervention chirurgicale, après les dispositifs médicaux. Eh bien, la pratique sportive peut remplacer le médicament. Donc c'est toutes ces réflexions qu'on doit mener entre secteur public, secteur privé, pour pouvoir rendre à la fois l'accès aux soins, mais aussi d'autres droits possibles pour nos concitoyens dans l'ensemble des pays de notre planète. Merci. Donc François Toujas, en termes d'actions concrètes, notamment sur les propositions liées à la santé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, et notamment comment vous travaillez avec d'autres pays, peut-être dans la formation et aussi dans la mise en place d'actions? Alors, beaucoup parlent, et c'est une expression qui me gêne, beaucoup parlent de modèle français, ce qui est toujours un tout petit peu... ça manque un tout petit peu de... Comment dire je préfère parler d'un exemple parmi d'autres plutôt que de modèle. Voilà. Quel est le modèle français? Le modèle français, et il est de ce point de vue-là assez intéressant, me semble-t-il. L'établissement français du sang est un établissement public et il est au carrefour entre trois mondes différents. Un monde extrêmement important en France et ailleurs, qui est l'État, la réglementation, le sanitaire, etc., etc. Un monde qui est le monde du marché, puisque nous achetons des
dispositifs médicaux, etc., etc. Et puis un monde qui est extrêmement important dans la transfusion sanguine, qui est le monde associatif. Dans ce monde associatif, il y a qui? Il y a des donneurs de sang, des associations de donneurs de sang. Sans les associations de donneurs de sang, nous ne pourrions rien faire. Et puis, si on veut parler de démocratie sanitaire, parce que c'est un sujet extrêmement important, nous avons aussi à prendre en compte de plus en plus ce qu'on appelle des associations de malades, parce que les malades ont des choses à nous dire. Il est bien évident que quand on parle de transfusion sanguine, s'adresser à l'Association française des hémophiles, au vu de ce qu'a été l'histoire de la transfusion sanguine dans les années 80-90 en France, c'est extrêmement important. Et donc on a construit un modèle qui est un modèle dont j'aimerais rappeler devant les uns et les autres, en m'excusant parce que je ne suis pas très nuancé, que ce n'est pas un modèle ringard, mais que c'est un modèle qui, me semble-t-il, doit être évidemment défendu, mais je pense aussi promu, parce que c'est un modèle qui essaie d'allier l'efficacité pour donner à l'ensemble des cliniciens les produits sanguins dont ils ont besoin, qui essaie de faire ça en accroissant la sécurité absolue, qui est quand même un droit, puisque l'ensemble des bénéficiaires des transfusions, on est en France, hein, et on est en France après le sang contaminé, ont bien évidemment le droit de recevoir les produits les plus sécurisés possibles. Et puis c'est un système, et j'y tiens aussi, et je tiens à le redire devant tout le monde, qui pense qu'on ne peut pas faire d'efforts et de progrès dans ces sujets si on ne réaffirme pas fondamentalement qu'au cœur de la transfusion sanguine, il y a un acte anonyme, volontaire, gratuit, et que le corps humain ne peut pas être marchandisé. Et donc cette non-marchandisation du corps humain, alliée à l'efficacité que nous devons aux cliniciens, puisqu'il faut prendre en charge des malades, ce sont les enjeux que nous essayons de développer dans des actions de coopération avec des pays aussi différents que le Liban. Vous voyez, le Liban, pays magnifique, extraordinaire, qui est un pays dans lequel, aujourd'hui, un tiers de la population est une population qui arrive d'ailleurs. Imaginons ce que serait en France, l'État de la République, si on avait 20 millions, 25 millions de personnes arrivant ailleurs. Et puis des pays très différents comme le Brésil, comme la Chine. Et donc nous essayons de faire en sorte de montrer que notre modèle est un modèle qui, à terme, est un modèle de sécurité, puisqu'il y a 3 types de collecte possibles de sang. Soit le don est non rémunéré, soit ce qui se fait encore beaucoup, un don qu'on appelle un don intrafamilial et de compensation, qui de fait est un don fortement développé, notamment en Amérique latine, mais où on voit bien que dès qu'une personne dans la famille souffre d'une maladie très importante, la famille est en incapacité de fournir le sang. Et puis un système que je condamne pour des raisons assez évidentes, qui est un système dans lequel des gens vendent leur sang. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de prôner, de développer, d'échanger, pour que l'exemple français de transfusion soit développé. Donc nous avons des actions importantes avec de nombreux pays. Et c'est d'ailleurs au cœur de notre mission. Merci beaucoup. Une question très rapide sur la formation, puisque nous avons 2 propositions autour de la formation, à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi tout au long de la vie professionnelle, qui permettent en fait de passer d'un métier à un autre. Comment vous faites vivre ces sujets de formation au sein de votre entreprise et de votre établissement ? Alors la MGEN fait partie d'un réseau que j'ai créé il y a 8 ans, qui s'appelle l'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'École de la République. J'ai laissé la présidence il y a 1 mois de cette association, mais je suis encore très imprégné par ce que nous avons fait. Ce que nous essayons de faire, c'est de développer l'entrepreneuriat, alors l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale et solidaire au sein de l'école, au collège, au lycée, à l'université. On se rend compte que ça rencontre beaucoup de succès parce que les élèves changent d'attitude d'un seul coup vis-à-vis de l'enseignement. Ils sont responsabilisés. On leur demande de créer, on leur demande de voter, de participer à leur entreprise. Et du coup, on renverse la dynamique et on trouve des élèves qui ont plein de projets à résoudre
qui sont très diverses autour, par exemple, des circuits courts en agriculture. Comment procurer aux parents du collège des légumes dans le cadre d'un circuit court. Ils créent une AMAP. Ils se responsabilisent, ils viennent au collège le samedi alors que le collège est fermé traditionnellement, on l'ouvre pour distribuer ses légumes, voire ils développent un petit jardin à côté pour compléter, faire de l'agriculture bio, enfin, etc. Et on voit là une démarche de responsabilisation qui replace l'humain au cœur des problématiques, et on peut traiter des problèmes d'éducation à la santé, d'éducation aux dons, parce que c'est pas naturel d'être que de donner gratuitement son sang, ses organes en fin de vie, par exemple. Et bien, tout ça, ça fait partie d'une éducation. Et l'éducation à l'entrepreneuriat peut aussi aider à vivre ensemble et à mieux comprendre ces mécanismes. Et puis, bien entendu, tout au long de la vie, puisque c'est Ina qui disait que l'école est certes important, mais que tout l'environnement de l'école est important, au début, bien entendu, mais aussi tout au long de la vie. Et c'est vrai que dans nos entreprises, on essaye de faire vivre cette dynamique. Moi, je dis souvent, la MGN repose, une entreprise comme la MGN, une mutuelle, repose sur deux jambes. D'un côté, des militants qui donnent du temps pour participer au développement de l'entreprise et du projet, et puis à côté des salariés. Et ces deux jambes doivent en permanence évoluer, s'accompagner, travailler ensemble, se comprendre pour pouvoir renforcer notre projet mutualiste. Donc voilà, c'est tout au long de la vie, tout au long du projet mutualiste. Ça fait 72 ans que ça dure chez nous, et je pense que ça va durer encore longtemps. Merci pour ce bel exemple. Vous, François Toujas ? Nous avons évidemment un effort extrêmement important de formation, notamment parce que nous travaillons sur quelque chose qui est très proche du soin. Donc on a un effort de formation important. Mais si vous permettez, je voudrais plutôt aborder un autre sujet tout aussi important que Roland a abordé d'ailleurs, qui est le sujet de comment nous, établissements publics, nous arrivons dans une démarche parallèle avec les associations de donneurs et d'associations de patients, de faire évoluer aussi ce monde-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que nous avons aujourd'hui des enjeux avec des très fortes inégalités, notamment sur les territoires, entre des territoires qui donnent et des territoires qui ne donnent pas. Et il est très frappant de voir que Paris, par exemple, est une ville qui ne donne pas assez. Et une des raisons du faible don de Paris, c'est parce qu'il y a peu d'associations de donneurs. Et qu'on voit qu'en revanche, dans les territoires dans lesquels il y a des associations, on donne beaucoup. Et nous, un de nos territoires de conquête, c'est toutes les banlieues. Parce que dans les banlieues, il y a des gens qui ont envie de donner, qui doivent donner. Et il faut que nous arrivions, Roland le disait, à faire en sorte que nous entraînions aussi ces populations à donner. Et puis un dernier point que je voulais dire, qui est peut-être un peu ridicule, mais qui est vrai, on a fait un sondage sur comment sentaient les donneurs. Et ce que je trouve de très bien de dire, c'est que les donneurs sont des gens qui sont en moyenne beaucoup plus heureux que les autres. Et ça, c'est bien. Merci. On va terminer en regardant juste un peu vers l'avenir et en se disant, bon, ces 6 propositions, bien évidemment, on a dû être extrêmement sélectifs. Si demain, dans un an, nous étions là encore tous ensemble à réfléchir à de nouvelles propositions, quelles sont celles aujourd'hui qu'il vous semble manquer? Quels sont les thèmes que vous aimeriez porter autour des conditions de vie? Moi, j'ai envie de dire que il y a un sujet qui me perturbe, au moins dans notre pays. Je pense qu'au niveau européen aussi, c'est que chaque fois qu'on a un problème, on crée une loi, on fait une loi, on essaye de légiférer, de réglementer. Moi, je pense qu'il faut que l'école et que tous ensemble, derrière, on fasse confiance davantage à la population, davantage aux jeunes, davantage à l'esprit d'initiative, davantage à la créativité, à l'innovation, et ne pas tout encadrer, tout mettre dans des boîtes hermétiques où on fait telle activité, c'est réglementé de telle façon, et
Il n'y a rien qui doit dépasser. On va finir par étouffer dans un système comme celui-là. Et je pense qu'il faut libérer tout ça. Et ça, ce serait vraiment ma proposition supplémentaire. Donner la place à cette créativité, à cette innovation. Merci, Monsieur Berthillet. François Toujas, la 7e proposition, celle qui manque aujourd'hui. Alors, je n'ose pas trop me prononcer là-dessus, mais quand même un tout petit peu, puisque le gouvernement est en train de réfléchir à ces sujets. Je crois qu'il est très important, si on veut accélérer la révolution positive, de se poser la question du statut du corps humain. Et je crois que quand on voit les progrès que fait la médecine, la réaffirmation de l'absolue non-marchandisation du corps humain, l'absolue nécessité de montrer comment nous pouvons répondre à des besoins médicaux en sauvegardant le corps humain pour éviter des choses qui se passent quand même dans certains pays, où on voit quand même qu'on est extrêmement loin de l'éthique. Et me semble-t-il fondamental, et je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui, de se dire que les progrès médicaux, les progrès de la médecine, les progrès du développement doivent aussi s'accompagner d'une réaffirmation que le corps humain ne peut pas être une marchandise. Merci beaucoup. Merci pour votre participation.